Le pouvoir de Jean-Luc Mélenchon, vous le voyez trop autocrate, là dans les mots tout à l'heure qui ont été formulés par notre journaliste Guy Matalard, l'absence de décision politique, c'est écrit noir sur blanc. D'abord une précision, dans l'émergence en fait de nouvelles figures politiques, il n'y a pas de nomination, contrairement à ce que vous avez dit. Mathilde Panot n'a pas été nommée, elle a été élue à l'unanimité du groupe parlementaire. Donc cette façon de présenter... Sur proposition de Jean-Luc Mélenchon. Oui, sur proposition, mais une élection, c'est une élection. Voilà. Donc passer sous silence le fait que dans une organisation, on élit les gens. Mais si ça arrive après les européennes, ce n'est pas anodin. Laissez-moi finir. Présenter une élection comme si elle n'existait pas et prétendre en fait que dans une organisation où on procède des élections, c'est la nomination qui s'impose, ça me paraît être une façon tout à fait étonnante. Laissez-moi finir parce que vous m'avez posé un certain nombre de questions. Oui, non, mais d'accord, mais là vous attaquez. Non, j'attaque pas, je précise. Je précise. Il y a une élection, c'est une élection et ça compte. D'accord, mais il est important aussi de savoir que l'élection, en l'occurrence, elle n'est pas décrétée par les instances du parti, c'est à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon, donc laissez-moi finir parce que vous complétez et c'est assez faux ce que vous racontez parce que là, en l'occurrence, il s'agit du groupe parlementaire. Il ne s'agit pas du parti. Le groupe parlementaire, c'est la France Insoumise à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une instance qui n'est pas une instance partidaire, c'est une institution. Et dans ce groupe parlementaire, vous avez un président qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Et quand je dis tout simplement qu'on procède à une élection, elle se fait à l'unanimité et des gens comme Clémentine Autain, qui siègent dans ce groupe et qui ont des désaccords sur le fonctionnement du parti, n'ont rien trouvé à redire. Bien au contraire, elles ont apporté leur soutien à Mathilde Panot. Donc, de présenter ça comme une nomination et passer sous silence... Non, mais là, vous nous accusez de présenter ça. On ne présente pas ça. Nous, on est neutre. On regarde. Mais pourquoi on n'est pas neutre? Si on n'était pas neutre. Mais pourquoi vous me dites ça? Vous n'êtes pas neutre. Vous me faites un procès d'attention. Non, vous vous énervez pour rien. Pardon? Vous vous énervez pour rien. Je ne m'énerve pas, vous me faites un procès d'attention. Vous criez. Je ne crie pas, au nom de l'enthousiasme, vous savez, moi. Non, je suis en train simplement de dire que quand on présente, en fait, des procédures internes qui relèvent de la démocratie et qu'on passe sous silence le fait que dans une organisation, on pratique l'élection, c'est une façon tout à fait étonnante, un peu biaisée, de présenter le fonctionnement d'un groupe parlementaire. On est en train de mettre Donc on va revenir peut-être, revenir aux questions que vous me posiez. Voilà. Je pense que dans une séquence en fait électorale où il y a une déception assez grande sur le résultat, il faut à la fois procéder à des analyses pour pas se mentir en fait. Il y a une élection qui n'a pas marché, il faut tirer des conséquences et des leçons pour l'avenir. En revanche, moi je ne parle pas de débâcle ou de défaite absolue. C'est pas l'analyse que j'en fais. Il y a une crise. C'est quoi votre analyse? Il y a quand même un chiffre qui est catastrophique. Excusez-moi, vous présentez le résultat de 6,5% comme un chiffre catastrophique. Moi, la France Insoumise existe depuis 2 ans. Moi, je n'ai pas l'impression, quand je viens sur les plateaux, ou en tout cas quand je venais au moment des élections européennes sur les plateaux de CNews, que les éditorialistes, en l'occurrence le vôtre, donnaient à la France Insoumise un résultat de 20%. On ne donnait pas 20%, mais on était plutôt... 8,5%, c'est les sondages. Et c'est ces sondages-là qui vous servaient en fait d'étalon pour qualifier ce qui était un score pour la France Insoumise. Non, mais il y avait aussi les résultats de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel. Une élection présidentielle, ce n'est pas une élection européenne. Vous le savez, c'est des élections tout à fait différentes. Les éléments ne sont pas les mêmes. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, quand il est candidat à la présidentielle, il bénéficie de ce qu'on appelle aussi un vote utile. Il n'y avait pas de candidat communiste, il n'y avait pas de candidat écologiste. Il a pu à la fois bénéficier de ces électorats-là, ce qui n'est pas le cas à l'élection européenne où toutes les familles politiques étaient représentées. Donc moi, je pense qu'il y a une très grande déception. C'est un fait que la campagne n'a pas répondu aux attentes. Et c'est ce qui suscite la déception. Sur le score, je serais plus nuancé que ce que vous semblez présenter. Il y a une crise de la gauche. Déjà, là, vous admettez d'être dans la nuance. Alors, tout à l'heure, c'est une défaite. Non, c'est plus qu'une défaite. C'est une défaite particulièrement marquée. Non. C'est une très grande déception. Et pourquoi la langue de bois? Non, c'est pas la langue de bois. C'est pas la langue de bois. C'est pas la langue de bois. Je finis en deux mots. C'est pas la langue de bois. Je constate tout simplement que sur l'espace européen, les partis qui se réclament de cette gauche populaire ont fait des résultats relativement médiocres. Vous voulez présenter ça comme une débâcle, comme la défaite du siècle? Ce n'est pas l'analyse que j'en fais. J'utilise des éléments plus nuancés. Ce n'est pas le choix que vous faites, mais c'est votre droit. Et c'est le droit aussi d'apporter moi ma réponse. Bien évidemment, voilà. Mais on est bien obligé de constater qu'il y a beaucoup de mécontentement dans votre parti aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de secousses, qu'on est dans le séisme. Alors, Sylvain Boulouc, est-ce que c'est pas là presque une tradition que l'on retrouve dans l'histoire? Vous êtes spécialiste de l'histoire des gauches. Oui. Il y a plusieurs choses. D'abord, quand on regarde le score de la France Insoumise aux dernières européennes, c'est pas par rapport aux élections européennes précédentes, ce n'est pas une défaite.
Ils ont raison de dire que c'est une déception par rapport au présidentiel, parce qu'ils avaient atteint un score qu'ils n'avaient jamais atteint. Mais en termes de nombre de voix, ils ont progressé. En termes de raréfaction du parti, parce que par exemple, le Parti communiste, aux précédentes élections donc européennes de 2014, était l'allié de ce qui ne s'appelait pas la France insoumise, mais le Front de gauche. Donc en termes électoraux, on pourrait dire qu'il y a une progression légère et signifiante de la France insoumise, même si c'est plus exactement la même chose que le Front de gauche. Ah oui, c'est Par contre, là où la déception est importante, c'est que la France insoumise avait calqué ses espoirs sur la présidentielle, sans faire attention au fait que ce n'était pas du tout la même élection. Là, je rejoins ce qui vient d'être dit. Il faut comparer d'élection en élection, parce que sinon on n'arrive pas exactement au même résultat. Surtout pour des partis qui ont une façon d'appréhender l'Europe qui n'est pas exactement la même que les autres partis. Après, deux choses. La France insoumise traverse depuis un an un certain nombre de turbulences qui sont multiples et variées, avec une turbulence d'un côté liée à ce qu'on a appelé très rapidement, et pour faire vite, même si j'aime pas l'expression, le populisme de gauche, un courant populiste de gauche qui s'est plus ou moins détaché de la France insoumise avec 2 ou 3 démissions ou mises à l'écart avec des pertes et des fracas. Puis, deuxième chose, un problème de démocratie interne qui s'est manifesté par un appel d'un certain nombre de personnalités, qui se manifeste par des appels publics, soit d'une députée de la France insoumise qui est Clémentine Autain, soit d'un groupe de militants de la France insoumise. Le fond de ça, quand même, et là je reviens, et puis on va demander à Yohann Usaï de donner également son avis. Sergio Coronado, il y a quand même aujourd'hui le chef, le personnage emblématique, celui qui incarne une autorité qui est dans une sorte de fissure. On n'a plus envie de le suivre aussi unanimement. Sinon, il n'y aurait pas autant de défections. Ce qui vient d'être dit me paraît plus juste, en fait. Vous avez à la fois un problème de fonctionnement, en fait, de participation, de prise en compte de la diversité, du pluralisme. C'est une organisation assez jeune. Quand je reprends, par exemple, un autre exemple qui pourrait s'inscrire dans le même paysage, je veux parler de la République En Marche, qui a à peu près le même temps de vie, en fait. C'est des organisations qui se créent au moment de l'élection présidentielle. On a des difficultés tout aussi graves sur le fonctionnement démocratique, parce que ce sont de très jeunes organisations qui se sont créées en fait pour porter quelqu'un à l'élection présidentielle. Vous n'utilisez pas ces termes quand vous parlez de la République En Marche. Mais est-ce que vous m'avez entendu parler de la République En Marche ? Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Non mais là, pardonnez-moi. On vous reçoit pour parler d'un parti et vous êtes en train de me dire comment je parle de la République En Marche. Donnez-moi, citez-moi quand j'ai parlé de la République En Marche. Vous allez me laisser conclure ou... Non, mais puisque vous m'accusez, je vous demande de traduire votre argument. C'est une façon très étrange de mener l'interview parce que. Mais non, mais ça c'est mon métier, laissez-moi le faire. Oui, mais je vous laisse le faire, mais vous ne cessez de m'interrompre en me mettant en cause en disant que je vous accuse. Non, je vous accuse pas. Je dis tout simplement que ces organisations-là qui ont été construites et créées pour porter un candidat à l'élection présidentielle, elles rencontrent des difficultés sur le fonctionnement. Je ne dis pas autre chose. Et donc, en fait, depuis un an, la question de à quoi sert la France insoumise et comment elle s'organise pour créer des espaces de débat, de délibération, de mutualisation, c'est des débats qui ont pris une tournure parfois un peu vive au sein de la France insoumise, parce qu'en effet, pendant une campagne électorale, vous savez, c'est comme un groupe humain très soudé, on se fixe un objectif et on y va, le temps de la délibération est souvent derrière. Et donc, depuis un an, cette question-là est devenue très importante et parfois ça se manifeste de manière un peu mais donc le vive. Chef n'est plus emblématique de la même façon. Et je finis sur l'orientation. Pendant une campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, en tout cas en 2017, a incarné une forme de vote utile, de rupture avec ce qu'était la social-démocratie, en portant un projet plus ambitieux, plus radical, à la fois écologiste et social. Et puis, il a eu... En tout cas, la France insoumise a eu de plus grandes difficultés au moment de l'élection européenne. Cela a été dit, c'est une élection qui est difficile pour la gauche populaire, pour celles et ceux qui veulent rompre avec le fonctionnement de l'Union européenne et ses traités. Et donc, c'est une élection moins aisée. Donc, voilà les deux éléments qui font vraiment débat. Sur la question de Jean-Luc Mélenchon, dans une période où vous enregistrez
un résultat électoral qui suscite de la déception, il y a toujours des questions de personnes, enfin, mais dans tous les mouvements politiques. Vous en faites un point de fixation tout à fait surprenant. Un point de fixation, tout à fait surprenant. Je n'ai pas lu dans les appels, les différents appels qui ont été signés, qui ont été publiés, ni celui de Clémentine Autain, ni la lettre signée par notamment Charlotte Girard, une mise en cause personnelle de Jean-Luc Mélenchon. Ce que les uns et les autres c'était quand même largement suggéré, je dirais. Est-ce que ce que les uns et les autres disent, d'abord un problème d'orientation et ensuite un problème de fonctionnement. Ça, c'est la base de la politique. Fonctionnement, étant donné que c'est le chef. Yohann Usaï. Oui, sur le fait de savoir s'il s'agit d'une défaite, d'une débâcle. Bon, le simple fait que Jean-Luc Mélenchon ait choisi, après l'élection européenne, de prendre du recul pendant plusieurs semaines, montre que ça a été vécu, évidemment, très difficilement, mais par tout le monde, parce qu'encore une fois, personne ne s'attendait à ce résultat-là. On nous disait dans son entourage qu'être sous les barres des 10%, c'était inenvisageable pour eux. D'ailleurs, quand les sondages les mettaient à 7, 8 ou 9%, ils disaient on ne croit pas aux sondages, on va d'ailleurs créer notre propre sondage et vous allez voir que les sondages se trompent. Donc évidemment, ça a été vécu de manière très très difficile et c'était inattendu pour Jean-Luc Mélenchon, ça c'est certain. Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a une crise qui est en partie liée à la façon de fonctionner de Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même tendance à prendre ses décisions tout seul dans cette organisation ou avec un petit noyau de personnes qui est ce groupe de personnes qui est avec lui depuis très très longtemps. En fait, on les retrouve, pour certains, ils étaient présents avec lui au Parti Socialiste il y a une vingtaine d'années. Donc c'est une façon de fonctionner qui est une façon un peu différente de faire de la politique. Deuxième chose, il y a un autre phénomène qu'on retrouve dans tous les partis politiques à cause de la Ve République, c'est la personnification du parti politique, c'est-à-dire que vous avez une entité un parti politique qui est devenu au service de la personne parce que l'élection phare et la seule élection qui compte en France, c'est l'élection présidentielle et de cela découlent toutes les autres. Donc, si tant qu'il y a cette élection présidentielle qui existe, il y aura cette personnification du pouvoir et ce fait que le pouvoir n'est pas réparti de manière horizontale, mais réparti fonctionne de manière verticale, alors que ce n'était pas le cas sous la 4e ou la 3e République où il y avait des groupes parlementaires qui existaient. Et c'est un peu le problème aussi actuellement, c'est qu'on ne sait plus quelle est la logique du groupe parlementaire, puisqu'on continue à appliquer au groupe parlementaire le fonctionnement de la 5e République. Donc il y a ce deuxième aspect-là qui est important, et puis il y a un troisième aspect qu'il faut souligner aussi, qui est le problème de la France insoumise dans l'échiquier général des gauches, puisque même s'ils ne le veulent pas, même s'ils n'ont pas totalement perdu cette élection, il y a eu une reconfiguration des gauches à la suite des élections européennes qui fait que le leadership que la France insoumise avait à gauche depuis l'élection présidentielle a été perdu au profit des Verts. Et ça redistribue en partie les cartes. Sergio Coronado, vous l'avez vu pendant ce mois, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il vous a paru être un homme en doute? Est-ce qu'il vous a paru fragilisé? J'ai pas eu l'impression, en tout cas depuis 3 semaines, qu'il avait pris la fuite ou qu'il s'était réfugié dans une grotte, Jean-Luc Mélenchon. Non. Vous savez, à l'Assemblée nationale, il est intervenu à plusieurs reprises. Que la déception fut grande, c'est un fait. J'ai pu le constater. Est-ce que vous avez eu la question? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il doutait, qu'il y avait quelque chose qui l'interrogeait? Forcément, vous savez, quand on a une déception, qu'elle soit petite ou grande en politique, on s'interroge. On s'interroge pour savoir si on a bien fait, quelles erreurs on a commises, qu'est-ce qu'il faudrait remanier. Et en même temps, je l'ai trouvé assez confiant sur les capacités d'une nouvelle génération à porter le flambeau. Je fais vite, et c'est ce qui explique à la fois l'arrivée d'Adrien Quatennens comme coordinateur de la France Insoumise et l'arrivée comme vice-présidente après élection de Mathilde Panot à l'Assemblée nationale. On s'arrête, on se retrouvera après, puisque de toute façon, l'antenne est consacrée pour le moment à la France Insoumise. On regarde le ciel, on se retrouve pour les infos, et puis je vous rappelle, on vivra le 10.